parlez-nous un petit peu de la tour de Babel. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder qu'est-ce qui fait le message de la tour de Babel? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la morale? Vous connaissez aussi, vous, la tour de Babel? Oui, énormément. Qu'est-ce que vous en retenez? Ben, c'est une tour où il y avait beaucoup de peuples différents et il y avait plein de langages qui étaient utilisés. Non, c'est le contraire. Ah oui. Oui, c'est le contraire. Il y avait une seule tour, et après, une diversité de langages. Vous avez mélangé tout ça. Au début, il n'y avait qu'un seul langage. Oui. Et après, il y en a eu Oui. au bout de plusieurs siècles. Non, attends, on va en parler. Mais pour l'instant, c'est l'inverse de ce qu'il dit déjà. C'est un problème. Alors, René Louis, alors qu'est-ce que vous pouvez compléter de ce que dit Serge? Donc, il y a eu... À propos de la tour, des langues, je ne sais pas quoi. Donc, les gens qui construisaient la tour avaient des langages différents. Pardon? Donc, N'importe quoi. Ils avaient le même langage qui ont fait la tour. Et Oui. c'est pour les punir qu'on leur donnait un langage différent. ah, voilà. Oh, bravo. C'est pas mieux que Serge. Hein. Et toi, tu étais au Alors lui, il a préparé. Moi j'ai préparé. Il a préparé, mais alors donc... mais avant de préparer, tu étais au Il connaissait rien. Il connaissait Je ne connaissais pas. Voilà. Et maintenant, il croit tout savoir parce qu'il a préparé. Non, je ne sais pas quoi tout savoir. Ouais, Alors, mieux. on va C'est voir. légendaire. On va voir, d'ailleurs, si j'ai posé le sujet, c'est pas pour des prunes, hein. C'est pas pour uniquement, c'est pour comprendre ce que ça veut dire. Voilà, vous avez des commentaires à faire, alors, Christophe? Alors l'histoire de la tour de Babel, elle est effectivement, comme vous l'avez précisé, ça a été juste un langage qui a eu linguistique, qui était l'adamique, le langage adamique à l'époque. Voilà. Et donc cette tour est située en Mésopotamie, voilà, à côté qui s'appelle anciennement la région de l'Irak. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, excusez-moi, par rapport au sujet qu'on a abordé. Hein. Vous perdez dans des détails, là, déjà. Enfin, vous perdez dans des détails. Parce qu'on a à foutre qu'elle est en Mésopotamie ou en Irak, à la limite. Alors d'accord, donc alors ensuite, bon, à la suite de ça, bon, ben, comme le peuple ne se comprenait plus, eh ben, le grand dieu principal a brouillé un petit peu la situation sur le peuple. Ils ont parlé qu'un langage et puis ils se sont retrouvés dispersés géographiquement dans d'autres chemins. Voilà, bon. Ok. Donc, attendez, au début, il parlait un langage ou plusieurs langages? Au début ou à la fin, je n'ai pas compris. Non, au début, il n'y avait qu'un langage. Oui. Voilà. Je viens de le dire, c'était Oui. le langage adamique. Oui. Et après, il y en a eu plusieurs. Après, il y en avait plusieurs. Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'était les Babyloniens, les Syriens, etc. Bon, d'accord. Bon, alors maintenant, ça c'est le truc qui est campé. Maintenant, il faut savoir ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, tout ça. Et notamment, ce qui est identique à laquelle j'ai plus d'importance, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Alors, la tour, c'est le jour ou la nuit? Et la diversité des langages, c'est le jour ou la nuit? La diversité des langages, apparemment, elle a compliqué pas mal de choses. Ouais. Donc on peut imaginer que ça correspond à la nuit. Ah bon? Ah ben non. Ah oui, d'accord. Non, c'est intéressant comme raisonnement. Oui, non, mais parce que bon, la plupart des gens ont une opinion négative de la nuit. Pour ça. Ah oui, d'accord. Bon, ouais. Très bien. Alors, René Louis, vous êtes d'accord avec le discours de notre ami Serge sur le rapport entre la nuit et le langage, la nuit et la tour, enfin, je ne sais pas ce qu'il veut dire d'ailleurs. Moi, La diversité des langues, vous l'identifiez à la nuit ou au jour? Et la tour, vous l'identifiez à la nuit ou au jour? la diversité des langues, la diversité des langues, elle est mondiale, donc c'est le jour, forcément. Ah, oui, il dit c'est la nuit.
effectivement, c'est forcément le jour. Si on regarde la surface de la Terre, Bien sûr, bien sûr. quand même, historiquement, il y a 9 langues fondamentales. Bon. D'où sont issus. Bon. Donc, Oui, d'accord. Alors, on va laisser la parole. On va laisser la parole. Alors, vous êtes d'accord avec ce que dit René Louis? Oui, c'est pas faux. C'est-à-dire? Bah, le langage, c'est plus la journée. Les gens communiquent plus la journée que la nuit. On ne parle pas de ça, on parle de la diversité de langage. La diversité de On ne langage. parle pas du langage en lui-même. Oui, la diversité de langage, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes instructions de langage, Jacques. Oui, mais dans un seul langage aussi, les gens communiquent. Oui. Donc c'est pas le problème du jour et de la nuit, là. Donc, on vous demande, est-ce que la diversité des langues est un phénomène qui est plus en rapport avec le jour ou avec la nuit? Est-ce que vous avez compris ça? Oui, j'ai compris. Alors qu'est-ce que vous répondez? Je dis que moi, la diversité, elle est faite pour le jour, quoi, le langage. Pourquoi? Mais non, vous n'avez pas répondu, il avait dit parce que les gens parlent, ils parlent aussi. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de langage, il y a toujours un langage. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que la diversité est propre au jour ou à la nuit? Je ne veux pas vous influencer, moi j'ai ma réponse. Ah, bien sûr. Pour lui, notre ami Serge, tout à l'heure, il disait que plutôt la diversité, c'est plutôt la nuit. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui, hein. Il faut que vous décidiez, il faut que vous vous présentiez. Non, moi j'ai dit c'est 2 jours, la diversité c'est 2 jours. Oui. Bon, d'accord, alors. Donc, René Louis dit la diversité c'est le jour, Serge dit la diversité c'est la nuit, et vous dites quoi? Je vous ai dit, c'est le jour. Pourquoi? Parce que c'est plus. Vous n'avez pas dit pourquoi? Oui, enfin, non, mais je veux dire, le peuple communique beaucoup plus le jour que la nuit, voilà. Mais on dit que la diversité. Quelles que soient les langues. La diversité, c'est ce qui empêche de communiquer, justement. Ah, c'est autre chose. Ah. Les dieux ont supprimé, ils ont créé la diversité pour empêcher que les clans communiquent. Que les clans communiquent, d'accord. Et c'est parce que vous avez lu, c'est marqué. Vous n'avez pas lu ça, vous n'avez pas compris ça. Si. Alors pourquoi vous dites la diversité c'est la communication? Non, la diversité c'est la non-communication. La non-communication, c'est le contraire. Alors, bravo. De toute façon, c'est habituel ça. Alors, allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? Bon. Alors, on va pas parler du langage, on va parler de la diversité en général. La diversité est-elle quelque chose propre au jour ou à la nuit? Laissons tomber la question des langues. Diversité en tous les cas de figure. C'est-à-dire, est-ce que à la base on partirait du principe que le jour a un aspect positif et la nuit a un aspect négatif? Non. Alors la nuit, oui, et le jour, il faut les prendre dans quel sens alors? Le jour, c'est ce que vous voyez. Ouais. Et la nuit, c'est plutôt ce qu'on ne voit pas. Entre parenthèses, je veux dire. Alors, quand il fait jour, quand on sort de la nuit et qu'on va vers le jour, qu'est-ce qu'on voit qu'on ne voyait pas la nuit? On voit tout ce qui nous entoure. Voilà. On voit la diversité. Et d'ailleurs, vous avez une formule en français. La nuit, tous les chats sont gris. Donc la nuit, on ne voit pas la diversité. Et donc par conséquent, la tour, elle correspond au jour ou à la nuit? La tour, au départ, quand elle était avec un langage unique. Donc la tour, c'est la nuit. Bravo, voilà. Un esprit logique. Est-ce que vous comprenez pourquoi la tour, c'est la nuit? Parce qu'il la voit par rapport aux ombres, peut-être. Je sais pas. Parce que la nuit, c'est l'unité, la tour, c'est l'unité. Et la nuit, on voit l'unité. Alors que le jour, on voit la diversité. Vous comprenez ça? Oui. Bon. Vous savez la taille de la tour aussi, peut-être, Jacques? Non. Bon, bah, voilà. La tour, c'est l'unité. Et c'est que la nuit donne de l'unité. D'accord. Bon. Alors, il a lu ce truc-là, mais il n'a rien compris à ce qu'il y avait marqué là. Bon. Alors voilà. Donc, effectivement, on a ces dialectiques. Vous avez à peu près correctement décrit, comme d'habitude. Quand il fait jour, on voit plus de choses que quand il fait nuit. Hein, ça rentre sur ça. C'est pas difficile à comprendre ça quand même. Hein. Bon, alors maintenant, prenons le cas, 2 cas.
Pendant le cas du Shabbat, le Shabbat, vous savez ce que c'est que le Shabbat? Quand est-ce que commence le Shabbat? Le vendredi, À quel moment? à 17h. Non, pas à 17h. Non. Le Shabbat commence à la nuit, pas à 17h. 17h, c'est des conventions comme ça. Bon. Ça commence mal. Donc le Shabbat commence à la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les Juifs attachent d'importance à la nuit. Ils préfèrent la nuit au jour. Alors justement, on a parlé, quelles sont les vertus de la nuit? Qu'est-ce qu'apporte la nuit? On vient de le dire. La nuit apporte donc l'unité. Voilà. Sa vision, sa visibilité. Comment? La vision, la visibilité. Non! La nuit, c'est la nuit c'est le jour qui apporte la visibilité, c'est pas la nuit. Oui. Vous venez dire le contraire. Non mais vous êtes dans... Non mais ça change à Donc chaque fois. la nuit apporte l'unité alors. Ben oui, bien sûr. La nuit apporte l'unité. Et donc l'unité est un progrès par rapport à la diversité. Vous pensez? Disons que ça permet de mieux se comprendre L'unité, oui. entre les gens. L'unité, c'est de rassembler. C'est de se comprendre, se parler les uns des autres. La diversité, c'est d'écarter. Alors, donc, la nuit est plus positive que le jour. Effectivement. Et pour punir les gens, paradoxalement, on crée de la diversité. Et donc on passe de la nuit au jour. C'est pour ça que les Juifs n'aiment pas le jour, finalement. C'est comme les vampires. Un peu. Les chauves-souris. Les vampires qui ne supportent pas l'arrivée du jour. C'est comme dans les 1000 et une nuits d'ailleurs aussi. On arrête les 1000 et une nuits au lever du jour. C'est les Arabes. Alors, au niveau... On parlait tout à l'heure du masculin et du féminin. Je ne sais pas, vous avez évacué. Bon. Alors, le féminin correspond plutôt au jour ou à la nuit? Au niveau, attendez, moi je parle au niveau grammatical, essentiellement. Je sais pas si vous connaissez mes travaux sur les langues. Est-ce que vous avez retenu ce qu'on dit sur les langues à propos du masculin et du féminin? Ou bien vous l'avez déjà oublié? Lui, il oublie d'un jour sur l'autre, il oublie ce qu'on a dit. Il n'a pas bien maîtrisé le sujet. En français, par exemple, la nuit, pour passer de la diversité à l'unité, quel est le processus à engager? Comment passe-t-on de la diversité à l'unité? On passe du pluriel au singulier. Comment fait-on? Par quel processus? On vient de le dire, on l'a dit. Donc le singulier est plus court que le pluriel. On raccourcit. Oui, on peut dire qu'on raccourcit, on réduit. Vous avez dit? Oui. Et donc, effectivement, l'unité est une réduction par rapport à la diversité. Et en français, effectivement, l'adjectif grande, féminin, ça donne grand au masculin. Et grand, c'est une réduction de grande. C'est plus court. Comment? Parce que c'est un mot qui est plus court. Oui. Ce qui est plus court, normalement, justement, on revient à la question politique. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à s'entendre? On pourrait dire parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Non mais attendez, pourquoi ne n'arrivent-ils pas à s'entendre? Pourquoi n'arrivent pas? Même quand ils parlent le même langage. En France, actuellement, les gens n'arrivent pas à s'entendre, ils parlent le même langage. Non, mais c'est une façon de parler. Oui, alors justement. On n'a pas le même langage, ça veut D'accord, dire d'accord. Alors, pas maintenant, les mêmes conceptions. alors qu'est-ce qui fait que les gens, qu'est-ce qui peut aider les gens à s'entendre? Qu'est-ce qui peut aider à arriver à l'unité dans une communauté?
Et qu'est-ce qui empêche cette unité de se constituer? Quel est l'obstacle à l'unité? Vous avez une idée là-dessus? Qu'est-ce qui fait obstacle à l'unité? On parle des rapports entre diversité et l'unité. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas facilement à passer de la diversité à l'unité? Il faudrait harmoniser les langages. Donc, ah oui, Et comment? Quel est le processus qui permet d'harmoniser? Le mot harmoniser ne veut rien dire, entre parenthèses. Je sais pas, c'est du langage, c'est n'importe quoi. c'est la syntaxe. C'est la syntaxe. Non mais, alors, qu'est-ce qui permet de faciliter la communication entre les gens pour arriver à une forme d'unité qui faisait obstacle? Vous, Christophe? Bah, c'est de mettre un chef, un leader. Oui, c'est ça. Mais pour qu'il y ait un leader, il faut justement qu'il arrive à harmoniser. Oui, à convaincre. Alors, comment, À convaincre un groupe de gens. alors comment fait-il pour harmoniser un groupe? C'est de réunir tous les gens. Bon, écoutez, non. Allez. Avec avec une idéologie commune, Oui. des conceptions, une construction idéologique. Alors, on va essayer de la faire avancer un peu le l'abstraction. C'est qu'il y a une façon abstraite de parler et concrète de parler. Qu'est-ce qui crée l'unité? L'abstraction ou le concret? L'abstraction. Moi, L'abstraction, évidemment. Bravo. Alors, vous êtes d'accord ou pas? Avec oui, Pourquoi? l'abstraction. Pourquoi l'abstraction? Vous auriez simplement dit le contraire, ça n'aurait pas été un problème. Alors, pourquoi l'abstraction? L'abstraction, ça permet de convaincre les autres L'abstraction permet de communiquer Oui, entre nous. oui. C'est ce que je suis en train de dire. C'est de convaincre la communication Non, entre vers les uns et les autres. Vous allez vous convaincre, vous allez communiquer entre nous. L'abstraction permet de communiquer entre nous. Non, mais il n'a pas, vous n'avez pas expliqué suffisamment et Christophe n'a pas compris ce que vous vouliez dire. Donc, l'abstraction permet de simplifier les questions. Hein? Si j'emploie des mots abstraits pour désigner des objets, ça va être beaucoup plus simple que si je désigne chaque objet séparément. Aujourd'hui, par exemple, je dis des boissons, on aura besoin de préciser quelle boisson. C'est l'abstraction de dire des boissons. Maintenant, si je commence à dire si Coca-Cola, du whisky, etc., là c'est la diversité. Bon, ok? Bon. Alors, donc, développer un leader qui est capable de encourager l'abstraction, il va contribuer à l'unité du groupe. Et ce qui compte, et le problème aujourd'hui, à votre avis, pourquoi les hommes politiques n'arrivent pas à s'arranger entre eux, pourquoi la gauche et la droite n'arrivent pas à communiquer entre eux ou à mettre d'accord, à votre avis? C'est un problème de quoi? il n'y a pas de trop d'idéologie. Il n'y a pas de leader charismatique. Oui. Alors, vous pouvez apporter quelque chose ou bien vous taire? L'abstraction, c'est définir le commun. Pas définir, permettre le commun. De permettre le commun. Définir, ça ne veut rien dire définir. Permettre le commun. Oui. Effectivement, si quelqu'un, par exemple, si dans une réunion, quelqu'un a un esprit suffisamment abstrait, il va pouvoir permettre de trouver des convergences entre les positions des uns et des autres que quelqu'un qui n'est pas abstrait n'aurait jamais trouvé. Donc quelqu'un qui est en abstraction, il facilite la convergence des idées. Mais ça s'adapte aux uns et aux autres alors. Non, il ne s'adapte pas aux uns aux autres. Il entend les uns et les Il autres. facilite la communication entre les uns et les autres parce qu'il va montrer que les positions des uns et des autres sont réductibles à une seule et même façon de présenter les choses. Disons qu'il va avoir une attitude volontariste parce qu'en fait les positions des uns et des autres, elles ont d'accord des points communs mais des points divergents. Et alors peut-être que le leader il ne s'attachera
qu'à mettre en évidence les points communs, quitte à occulter les Il ne s'agit pas de mettre en évidence, il divergences. s'agit de créer les points communs. Il ne s'agit pas de les constater, il faut les mettre en évidence. Il ne s'agit pas de quelque chose, c'est pas quelque chose qui est déjà là, il s'agit de faciliter cette prise de conscience. Par exemple, des gens qui peuvent croire qu'ils disent des choses différentes, montrer qu'ils disent la même chose. C'est ça le leader. Montrer que les différences qui sont mises en avant sont factices, sont superficielles. Et qu'en réalité, ça se réduit à même. C'est le processus de réduction. Donc le paradoxe, pour terminer, le paradoxe, c'est que il faut lire la tour de Babel à l'envers. C'est-à-dire, Ah oui, c'est bon. Oui, ça veut dire qu'en fin de parler en fait qu'un seul langage. comment? Qu'ils vont parler qu'un seul langage. Et que tous les autres langages sont supprimés. Ils se retrouvent avec un seul langage pour converser. Alors, pourquoi c'est à l'envers? Ben, c'est réductible, là, Jacques. Oui, et dans le discours de la Bible, c'est quoi? Ah oui. On appelle même cela un métalangage. Non, il va vous brouiller l'esprit encore plus que vous l'avez déjà, c'est pas la peine. Hein. Bon. Alors, effectivement, la Bible nous dit le contraire de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'en réalité, on commence par la diversité et on va vers l'unité, et non pas on part de l'unité pour aller vers la diversité. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on nous présente les choses à l'envers? C'est une question intéressante, mais ça nous pose une pression importante. C'est que dans la Bible, il faut faire attention à ce qui est dit, ce qui est raconté. Parce que par exemple, prenons le cas encore de la Genèse. On nous dit, au début il y avait des ténèbres, et après il y a la lumière. Vous connaissez cette formule? Fiat lux. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette formule? C'est pas aussi chez Jean, dans l'évangile de Jean aussi. Bon, répondez, peu importe. Donc, et au commencement était le Verbe. Chez Jean. Écoutez, on vous demande si la lumière précède les ténèbres ou les ténèbres précèdent la lumière. On ne vous demande pas des réflexions. Les ténèbres précèdent la lumière, forcément. Non, là, on vient de dire le contraire, là. La lumière, c'est la diversité, et le thème, c'est l'unité. Donc, C'est la lumière qui va vers les ténèbres. est-ce que la lumière, c'est la diversité? Est-ce que le jour, c'est la diversité? La lumière, c'est la diversité. Alors, on commence par... Alors, la diversité, elle est au début, elle n'est pas à la fin. Bah oui, on veut bien, oui. Ah ben voilà. Mais il n'avait pas pensé à ça, le pauvre. C'est tout. C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, donc, si j'ai choisi des sujets comme ça, c'est pas par hasard. C'est pour vous montrer que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on le croit. oui. Et que c'est pas, et qu'on passe à côté des problèmes. En C'est réalité. Et donc, quand dans la Bible, on nous dit on est dans les ténèbres et on passe à la lumière, ça va à l'opposé de la tour de Babel, où on passe de la lumière aux ténèbres. Ou plutôt, on passe de l'unité à la diversité. Alors, le mot de la fin. Babel, c'était entre le 5e siècle et le 6e siècle. Oui, on s'en fout. En plus, c'est un mythe. Alors, les dates, Oui, déjà. on a foutre. Exactement. Il n'y a rien eu en réalité historique qui ressemblait à la tour de Babel. Mais non, mais c'est une image c'est complète. On ne va pas nous parler des c'est siècles, je ne sais pas c'est quoi. Il n'y avait rien de concret qui était... Bon, Il y a une leçon philosophique à ouais, tirer. il n'y a que ça. Voilà. Il a raison, là. Non, mais on est d'accord. Il n'y a pas eu de fait historique. Mais on s'en fout, c'est pas le problème de savoir s'il y a ou pas, c'est pas le sujet. D'accord. Bon, alors, finalement, du point de vue de la Bible, Ouais. qu'est-ce qui est le plus positif et souhaitable? Est-ce que c'est la lumière ou les ténèbres? Mais c'est pas comme ça. La Bible, d'abord, premièrement, c'est pas un objet sacré qui a la vérité absolue.
Non. Elle a été trafiquée. Trafiquée. Donc, il y a des écrivains qui ont écrit la c'est la Bible. démarche Des philosophique. écrivains religieux. C'est la regard philosophique sur la Bible. Et on voit que par certains côtés, la Bible dit n'importe quoi. Voilà. On n'est pas obligé de sacraliser la Bible. On n'est pas obligé de des dire, ah, la Bible a histoires raison. différentes, voilà. Des versets différents. À leur façon. Mais disons que le message moral ou le message philosophique, bon, est-ce qu'il est plutôt de dire que la lumière... Mais regarde, on va te parler du Shabbat. Ouais. Alors, ça va oublier ce qu'on vient de dire, le Ouais, Shabbat. Qu'est-ce qui se passe dans le Shabbat? Donc, Dans le Shabbat, on commence par la nuit ou non? Voilà. Bon, alors, vous voyez bien. La nuit, ça fait Oui, du mais apparemment, on préfère les ténèbres à la lumière, c'est ça? Oui. Mais les ténèbres, c'est l'unité. Ouais. Bon, on revient à l'unité, à la diversité. Et voilà. Et quand on dit alors que après les ténèbres, il y a eu la lumière, C'est une contre-vérité. mais c'est plutôt négatif qu'il y a la lumière après les ténèbres. Oui. Écoutez, c'est compris, ça y est, tout le monde a compris, donc on parlait, hein, ça va? Bon. Parce que dans l'opinion générale des gens, la lumière, elle est plus agréable que... On a compris, on vous a montré que c'était l'inverse. Ça, c'est une admiration de population que tu es en train de dire. Vous n'allez pas nous rappeler des banalités.